Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle escapade nocturne à travers les mystères de l'univers. Installez-vous confortablement, laissez vos pensées s'apaiser et permettez-moi de vous emmener ce soir dans un voyage extraordinaire. Un voyage qui nous ramènera aux origines mêmes de notre système solaire. Il y a de cela près de 4,6 milliards d'années. Ce soir, nous allons explorer ensemble une question fascinante, une question qui a intrigué les astronomes pendant des siècles et qui continue de nous émerveiller par l'élégance de sa réponse. Pourquoi donc toutes les planètes de notre système solaire tournent-elles dans le même sens? Imaginez-vous un instant flottant dans l'espace, loin au-dessus du plan de notre système solaire. De ce point de vue privilégié, vous observeriez un spectacle d'une harmonie remarquable. Mercure, petit et rapide, poursuivant sa course effrénée autour du Soleil. Vénus, enveloppée dans son manteau de nuages épais et mystérieux. Notre chère Terre, bille bleue et fragile, accompagnée de sa fidèle Lune. Mars, la rouge, avec ses deux petites lunes qui dansent autour d'elle. Et plus loin encore, les géantes gazeuses majestueuses, Jupiter et Saturne, avec leur cortège de satellites suivis des géantes de glace, Uranus et Neptune, aux confins de notre voisinage cosmique, et toutes ces planètes, sans exception aucune, tournent autour du Soleil dans la même direction. Vue depuis un point situé au-dessus du pôle nord du Soleil, cette rotation s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Toutes, absolument toutes, suivent cette même chorégraphie céleste, comme les danseurs d'un ballet cosmique parfaitement synchronisé. Cette observation, loin d'être une simple coïncidence, nous raconte une histoire profonde, l'histoire de notre propre naissance, l'histoire de la formation de notre système solaire. Pour comprendre pourquoi cette harmonie existe, nous devons remonter le temps bien au-delà de l'apparition des premiers êtres humains, bien au-delà de l'extinction des dinosaures, bien au-delà même de l'apparition de la vie sur Terre. Nous devons voyager vers une époque où notre Soleil n'existait pas encore, où les planètes n'étaient que des possibilités lointaines, dispersées dans un immense nuage de gaz et de poussière flottant dans les profondeurs de notre galaxie. Laissez-moi vous guider à travers cette nuit étoilée vers les origines de notre monde. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un bras spiral de notre Voie lactée, existait un nuage moléculaire géant. Ces nuages, que les astronomes appellent parfois des nébuleuses, sont des régions de l'espace particulièrement denses en gaz et en poussière. Celui qui allait donner naissance à notre système solaire s'étendait sur des distances considérables, peut-être plusieurs années-lumière de diamètre, ce qui représente des milliers de milliards de kilomètres. C'est une échelle difficile à concevoir pour notre esprit humain, habitué aux distances terrestres. Ce nuage était composé principalement d'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus abondant de l'univers. L'hydrogène représentait environ 75% de sa masse. L'hélium, deuxième élément le plus léger, en constituait environ 24%. Le reste, à peine 1%, était formé d'éléments plus lourds, des métaux et des minéraux forgés dans le cœur d'étoiles mortes depuis longtemps. Des étoiles qui avaient explosé en supernovae, dispersant leurs entrailles enrichies à travers l'espace.
Ce nuage primordial était incroyablement froid, avec des températures descendant parfois jusqu'à moins 260 degrés, à peine quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Dans cette obscurité glaciale, les molécules de gaz flottaient paresseusement, se heurtant occasionnellement les unes aux autres, mais sans direction particulière, sans but apparent. Le nuage existait ainsi depuis peut-être des millions d'années, en équilibre fragile entre sa propre gravité qui cherchait à le faire s'effondrer sur lui-même et sa pression interne qui le maintenait expansé. Et puis, quelque chose s'est produit. Un événement déclencheur a rompu cet équilibre délicat. Les astronomes pensent que plusieurs scénarios sont possibles. Peut-être une étoile massive, située non loin de là, a-t-elle explosé en supernova, envoyant une onde de choc à travers l'espace. Cette onde de choc, en traversant notre nuage, aurait comprimé certaines régions, créant des zones de densité plus élevées. Ou peut-être était-ce le passage du nuage à travers un bras spiral de la galaxie, où les forces gravitationnelles sont plus intenses. Certains chercheurs suggèrent même que le simple mouvement chaotique au sein du nuage aurait pu créer, par hasard, une région suffisamment dense pour déclencher l'effondrement. Quelle que soit la cause exacte, et nous ne le saurons probablement jamais avec certitude, une partie de ce nuage a commencé à s'effondrer sur elle-même. La gravité, cette force invisible mais inexorable, a pris le dessus. Les particules de gaz et de poussière, attirées les unes vers les autres, ont commencé leur longue chute vers un centre commun. Et c'est ici, dans ce mouvement d'effondrement, que se cache la clé de notre mystère. Vous voyez, ce nuage moléculaire, aussi calme et immobile qu'il pouvait paraître, n'était pas parfaitement statique. Comme pratiquement tout dans l'univers, il possédait un très léger mouvement de rotation. Cette rotation pouvait être infinitésimale, à peine perceptible, peut être causée par les influences gravitationnelles des étoiles environnantes ou par les restes de mouvement acquis lors de sa formation à partir de nuages plus anciens. Mais elle existait, et cette rotation, aussi infime soit-elle, allait tout changer. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, nous devons nous familiariser avec un concept fondamental de la physique, un concept qui gouverne le mouvement de tout ce qui tourne dans l'univers. Des galaxies spirales, aux toupies que font tourner les enfants dans les cours de récréation. Ce concept s'appelle la conservation du moment cinétique, ou moment angulaire. Le moment angulaire est une mesure de la quantité de rotation d'un objet. Il dépend de 3 facteurs: la masse de l'objet, la vitesse à laquelle il tourne et la distance de cette masse par rapport à l'axe de rotation. Et voici le point crucial. Dans un système isolé, c'est-à-dire un système qui n'est pas soumis à des forces extérieures, le moment angulaire total reste constant. Il se conserve. Pour illustrer ce principe, pensez à une patineuse artistique qui effectue une pirouette sur la glace. Quand elle commence sa rotation, ses bras sont étendus. Elle tourne alors relativement lentement. Mais observez ce qui se passe quand elle ramène ses bras contre son corps. Sa vitesse de rotation augmente spectaculairement, parfois de façon presque vertigineuse. Ses bras n'ont pas disparu, sa masse totale n'a pas changé, mais en rapprochant cette masse de son axe de rotation, elle a diminué ce que les physiciens appellent son moment d'inertie. Et pour que le moment angulaire reste constant, la vitesse de rotation doit augmenter pour compenser.
Ce même phénomène se produisait à l'échelle cosmique dans notre nuage en effondrement. Au fur et à mesure que le gaz et la poussière tombaient vers le centre, la distance entre cette matière et l'axe de rotation diminuait. Et conformément à la loi de conservation du moment angulaire, la vitesse de rotation augmentait. Plus le nuage se contractait, plus il tournait vite. Ce qui n'était au départ qu'une rotation imperceptible est devenu, au fil de millions d'années, un mouvement de plus en plus rapide, de plus en plus organisé. Cette rotation croissante a eu un effet profond sur la forme du nuage. Imaginez que vous fassiez tourner une boule de pâte à pizza dans vos mains. La force centrifuge, cette force apparente qui pousse les objets vers l'extérieur lors d'une rotation, va étirer la pâte et l'aplatir en un disque. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre nuage primordial. Les régions situées au pôle, au-dessus et en dessous de l'équateur de rotation, n'étaient pas affectées par la force centrifuge et ont continué à tomber vers le centre sans entrave. Mais les régions équatoriales, elles, subissaient cette force qui s'opposait à la gravité, les empêchant de s'effondrer complètement. Le résultat de ces deux forces concurrentes, la gravité tirant vers le centre et la force centrifuge poussant vers l'extérieur au niveau de l'équateur, a été la formation d'une structure aplatie. Un disque. Au centre de ce disque, la majeure partie de la masse s'accumulait, formant une sphère de plus en plus dense et chaude qui allait devenir notre Soleil. Autour de cette proto-étoile s'étendait un vaste disque de gaz et de poussière, ce que les astronomes appellent un disque protoplanétaire ou disque d'accrétion. Arrêtons-nous un instant pour contempler cette structure extraordinaire. Le disque protoplanétaire qui entourait notre jeune Soleil s'étendait sur des milliards de kilomètres, peut-être jusqu'à 200 unités astronomiques de diamètre, c'est-à-dire 200 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Il était composé des mêmes éléments que le nuage originel, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec cette précieuse fraction d'éléments plus lourds, du carbone, de l'oxygène, du silicium, du fer et bien d'autres encore. Ce disque n'était pas uniforme. Plus près du centre, là où le jeune Soleil commençait à briller et à réchauffer son environnement, les températures étaient élevées, parfois des milliers de degrés. Ces conditions ne permettaient la survie que des matériaux les plus résistants, les métaux et les silicates, les roches. C'est dans cette zone chaude que se formeraient plus tard les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Plus loin du Soleil, au-delà d'une ligne invisible que les astronomes appellent la ligne de gel ou ligne de neige. Les températures étaient suffisamment basses pour permettre à l'eau, à l'ammoniac et au méthane de rester sous forme de glace. Ces composés volatiles, beaucoup plus abondants que les métaux et les roches, pouvaient s'accumuler en grande quantité. C'est dans cette région froide que naîtraient les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, et les géantes de glace, Uranus et Neptune. Mais le point essentiel, celui qui répond directement à notre question de ce soir, est que toute la matière dans ce disque tournait dans la même direction. La rotation initiale du nuage moléculaire, amplifiée par l'effondrement gravitationnel, s'était transmise à l'ensemble du disque. Du bord intérieur, brûlant jusqu'aux confins glacés, tout tournait autour du centre, autour du jeune Soleil, dans le même sens.
Cette direction de rotation n'était pas déterminée par une loi fondamentale de la physique imposant un sens plutôt qu'un autre. Elle était simplement le résultat du hasard initial, de la légère rotation que possédait déjà le nuage moléculaire avant son effondrement. Si ce nuage avait tourné dans l'autre sens, ne serait-ce que très faiblement, alors notre système solaire entier tournerait aujourd'hui dans la direction opposée. Il n'y a rien de spécial ou de privilégié dans le sens de rotation de notre système solaire. C'est simplement l'héritage de conditions initiales aléatoires, figées dans le mouvement de chaque planète depuis des milliards d'années. Maintenant que notre disque protoplanétaire est en place, tournant majestueusement autour du jeune Soleil, comment les planètes sont-elles nées de ce chaos organisé? Le processus par lequel de minuscules grains de poussière se sont transformés en mondes aussi imposants que Jupiter ou aussi complexes que la Terre est l'un des récits les plus extraordinaires de l'histoire de l'univers. Dans les premiers temps du disque protoplanétaire, les grains de poussière, des particules microscopiques de silicate, de métaux et de glace, flottaient dans le gaz environnant. Ces grains se déplaçaient tous dans la même direction générale, emportés par le mouvement de rotation du disque, mais avec de légères variations dans leur trajectoire et leur vitesse. Occasionnellement, deux grains se rencontraient, se heurtaient doucement et restaient collés l'un à l'autre grâce à des forces électrostatiques, un peu comme la poussière s'accroche à un écran de télévision. Ce processus d'agrégation, lent et patient, a conduit à la formation de structures de plus en plus grandes. Des grains microscopiques sont devenus des amas de la taille d'un grain de sable. Ces amas ont grandi pour devenir des cailloux, puis des rochers, puis des blocs de plusieurs mètres de diamètre. Les astronomes appellent ces objets intermédiaires des planétésimaux lorsqu'ils atteignent une taille d'environ 1 km. La transition des amas de quelques centimètres aux planétésimaux de plusieurs kilomètres reste l'une des questions les plus délicates de la science planétaire. À ces tailles intermédiaires, les objets sont trop gros pour que les forces électrostatiques les maintiennent collés efficacement, mais trop petits pour que leur propre gravité joue un rôle significatif. De plus, les collisions à ces tailles tendent à briser les objets plutôt qu'à les faire grossir. Les chercheurs ont proposé plusieurs mécanismes pour expliquer comment cette barrière a pu être franchie, notamment l'existence de courants et de tourbillons dans le disque de gaz qui auraient concentré la matière en régions suffisamment denses pour s'effondrer gravitationnellement. Une fois que les planétésimaux avaient atteint une taille d'environ 1 km, leur propre gravité devenait assez forte pour attirer d'autres objets vers eux. Les plus gros croissaient plus vite, un phénomène que les scientifiques appellent l'accrétion en emballement. Ces corps en croissance sont devenus des protoplanètes, des embryons planétaires de la taille de la Lune ou de Mars. Puis, dans la région intérieure du système solaire, ces protoplanètes se sont heurtées les unes aux autres dans une série de collisions titanesques. Ces impacts, d'une violence inimaginable, ont façonné les planètes telluriques que nous connaissons aujourd'hui. On pense que la Lune elle-même est née d'une telle collision lorsqu'un corps de la taille de Mars, que les scientifiques ont nommé Theia, a percuté la jeune Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Les débris de cet impact catastrophique se sont rassemblés en orbite autour de la Terre pour former notre satellite naturel. Dans la région extérieure, au-delà de la ligne de gel, le processus était différent. Là,
La présence abondante de glace a permis aux noyaux planétaires de croître beaucoup plus rapidement et de devenir beaucoup plus massifs. Lorsque ces noyaux ont atteint une masse critique, environ 10 fois la masse de la Terre, ils ont commencé à attirer gravitationnellement le gaz environnant du disque, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Cette accrétion gazeuse s'est emballée et en quelques millions d'années seulement, ces mondes sont devenus les géantes que nous admirons aujourd'hui. Jupiter, avec sa masse de 318 fois celle de la Terre, et Saturne, 95 fois plus massive que notre planète. Et tout au long de ce processus d'accrétion, de collision et de croissance, une caractéristique est restée constante: la direction du mouvement orbital. Chaque grain de poussière qui s'est agrégé à un autre, chaque planétésimale qui a fusionné avec un embryon planétaire, chaque protoplanète qui s'est heurté à une autre, tous se déplaçaient dans le même sens autour du Soleil. La nouvelle planète formée par leur fusion héritait naturellement de ce mouvement commun. Il n'y avait tout simplement aucun moyen pour qu'une planète naisse avec un mouvement orbital dans la direction opposée, car aucun des matériaux de construction ne se déplaçait dans cette direction. Ce principe de conservation du sens de rotation ne s'applique pas seulement au mouvement orbital des planètes autour du Soleil. Il s'applique également, dans une large mesure, à la rotation des planètes sur elles-mêmes, ce qu'on appelle la rotation axiale ou diurne. Lorsqu'une planète se forme par l'accumulation progressive de matériaux, chaque nouveau morceau qui vient s'ajouter apporte avec lui un peu de son propre mouvement. Si la plupart de ces morceaux arrivent d'une direction particulière ou avec une certaine trajectoire courbe, ils vont imprimer à la planète en formation une rotation dans un sens spécifique. Dans le contexte du disque protoplanétaire, où tout le matériel se déplace dans le même sens orbital, les impacts ont tendance à donner aux planètes une rotation axiale qui correspond à ce même sens. C'est pourquoi la plupart des planètes de notre système solaire tournent sur elles-mêmes dans le même sens qu'elles orbitent autour du Soleil. Vues depuis l'espace au-dessus de leur pôle nord, elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout comme leur orbite. La Terre accomplit une rotation complète en 24 heures, nous donnant l'alternance du jour et de la nuit. Mars tourne à un rythme très similaire, avec un jour martien, appelé Sol, durant environ 24 heures et 37 minutes. Jupiter, malgré sa taille colossale, est le champion de la rotation rapide parmi les planètes majeures, effectuant un tour complet sur elle-même en moins de 10 heures. Cette cohérence entre le sens de l'orbite et le sens de la rotation axiale est ce que les astronomes appellent une rotation prograde. C'est la situation par défaut, celle qui résulte naturellement du processus de formation planétaire à partir d'un disque en rotation. Mais la nature, dans son infinie complexité, aime parfois nous surprendre. Et notre système solaire abrite deux exceptions notables à cette règle générale. Deux mondes dont la rotation axiale défie les attentes. Ces exceptions ne contredisent pas notre compréhension de la formation du système solaire. Au contraire, elles nous offrent des indices précieux sur l'histoire violente et chaotique qui a suivi la naissance des planètes. La première de ces exceptions est Vénus, notre voisine la plus proche, et souvent décrite comme la jumelle de la Terre en raison de leur taille et de leur masse similaires.
Mais Vénus est en réalité un monde profondément différent du nôtre, et pas seulement à cause de son atmosphère infernale de dioxyde de carbone et de ses températures de surface atteignant 460 degrés Celsius. Vénus tourne sur elle-même dans le sens opposé à presque toutes les autres planètes. Cette rotation rétrograde signifie que si vous pouviez vous tenir à la surface de Vénus et observer le ciel à travers les nuages épais, vous verriez le Soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est, exactement l'inverse de ce que nous observons sur Terre. De plus, la rotation de Vénus est extraordinairement lente. La planète met 243 jours terrestres pour effectuer une seule rotation sur son axe. Comme son année, le temps qu'elle met à faire le tour du Soleil ne dure que 225 jours terrestres. Vénus se trouve dans la situation paradoxale où un jour vénusien est plus long qu'une année vénusienne. Comment expliquer cette rotation si bizarre? Les scientifiques ont proposé plusieurs hypothèses au fil des décennies, et le débat n'est toujours pas entièrement clos. La première hypothèse, et la plus dramatique, suggère que Vénus a été frappée par un impact massif au début de son histoire. Un objet de grande taille, peut-être comparable à une grosse lune ou à une petite planète, aurait percuté Vénus avec une trajectoire et une force suffisante pour inverser complètement le sens de sa rotation. Un tel impact aurait été cataclysmique, libérant une énergie colossale et refondant probablement une grande partie de la surface de la planète. Cette hypothèse est similaire à celle qui explique la formation de notre Lune par l'impact de Theia sur la Terre, montrant que de telles collisions géantes n'étaient pas rares dans le jeune système solaire. Une deuxième hypothèse, plus subtile, fait intervenir les interactions entre l'atmosphère dense de Vénus, les forces de marée exercées par le Soleil et la surface solide de la planète. Selon cette théorie, la rotation originelle de Vénus aurait été progressivement ralentie au cours des milliards d'années par des effets de marée thermique dans son atmosphère épaisse. Le Soleil, en réchauffant inégalement l'atmosphère vénusienne, crée des mouvements de masse d'air qui exercent un couple sur la planète. Combiné avec les marées gravitationnelles solaires agissant sur le renflement solide de la planète, ce mécanisme aurait pu non seulement arrêter la rotation originelle de Vénus, mais la faire repartir dans le sens opposé. Des simulations informatiques menées par des équipes de recherche, notamment par Alexandre Correia et Jacques Lascar à l'Observatoire de Paris, ont montré que ce scénario était physiquement plausible. Vénus, à cause de sa proximité avec le Soleil et de son atmosphère massive, serait particulièrement susceptible à ces effets de marée. Une troisième possibilité combine les deux premières. Peut-être que Vénus a subi un impact significatif qui a considérablement ralenti sa rotation, sans l'inverser complètement, et que les effets de marée atmosphérique et solaire ont ensuite terminé le travail au cours des milliards d'années suivantes. Quelle que soit l'explication correcte, et il est possible que nous ne le sachions jamais avec certitude, le cas de Vénus nous rappelle que la rotation prograde n'est pas une loi absolue, mais plutôt une tendance qui peut être modifiée par des événements postérieurs à la formation initiale des planètes. L'autre grande exception dans notre système solaire est Uranus, la 7e planète depuis le Soleil, un monde de glace et de gaz situé à près de 3 milliards de kilomètres de notre étoile. Uranus est extraordinaire à bien des égards. Elle fut la première planète découverte à l'aide d'un télescope par l'astronome William Herschel en 1781.
Elle possède un système d'anneaux fins, découvert en 1977, et une famille de 27 lunes connues, nommées d'après des personnages des œuvres de William Shakespeare et d'Alexander Pope. Mais ce qui rend Uranus vraiment unique, c'est l'inclinaison extrême de son axe de rotation. Alors que la plupart des planètes tournent sur elles-mêmes avec un axe plus ou moins perpendiculaire au plan de leur orbite, l'axe d'Uranus est incliné de 98 degrés. En d'autres termes, Uranus roule sur le côté alors qu'elle orbite autour du Soleil, comme une bille qui roulerait sur un tapis au lieu de tourner sur elle-même comme une toupie. Cette inclinaison extrême a des conséquences étonnantes pour les saisons sur Uranus. Au solstice d'été de l'hémisphère nord, le pôle nord de la planète pointe presque directement vers le Soleil, tandis que l'hémisphère sud est plongé dans une obscurité totale. 42 ans plus tard, à la moitié de l'orbite d'Uranus, la situation s'inverse. C'est au tour du pôle sud de baigner dans la lumière solaire continue, tandis que le nord est dans la nuit. Entre ces extrêmes, lors des équinoxes, le soleil brille sur les régions équatoriales, offrant des jours et des nuits de durée plus conventionnelles. Selon la façon dont on définit le nord et le sud, on peut considérer qu'Uranus tourne soit de manière prograde, avec une inclinaison de 98 degrés, soit de manière rétrograde, avec une inclinaison de 82 degrés. La distinction est en quelque sorte une question de convention. Mais ce qui est certain, c'est que quelque chose de dramatique a modifié l'orientation de l'axe d'Uranus par rapport à sa configuration originelle. L'hypothèse la plus largement acceptée pour expliquer cette inclinaison est, une fois encore, un impact géant. Au cours des dernières phases chaotiques de la formation du système solaire, un objet de la taille de la Terre, ou peut-être une série d'objets plus petits, aurait percuté Uranus avec suffisamment de force pour faire basculer la planète sur le côté. Des simulations numériques ont montré qu'un ou deux impacts à des angles et des vitesses spécifiques pourraient produire l'inclinaison observée aujourd'hui. Une hypothèse alternative, proposée plus récemment par des chercheurs, suggère que l'inclinaison d'Uranus pourrait être le résultat d'interactions gravitationnelles avec une grande lune qui aurait depuis été perdue, soit éjectée du système, soit entrée en collision avec la planète. Selon ce scénario, les forces de marée entre Uranus et cette lune hypothétique auraient progressivement fait basculer l'axe de la planète sur des millions d'années. Quelle que soit la cause exacte, l'histoire d'Uranus nous montre à nouveau que l'évolution du système solaire n'a pas été un processus calme et ordonné. Des collisions violentes et des interactions gravitationnelles complexes ont remodelé les mondes que nous observons aujourd'hui. Il est maintenant temps de revenir à notre question centrale et de la replacer dans un contexte plus large. Nous avons vu comment la rotation uniforme des planètes autour du Soleil est un héritage direct de la rotation du nuage moléculaire originel, amplifié par la conservation du moment angulaire lors de l'effondrement gravitationnel. Nous avons exploré comment le disque protoplanétaire, cette nurserie cosmique où sont nées toutes les planètes, imposait une direction de mouvement commune à tous ses constituants. Et nous avons vu comment les exceptions apparentes, comme Vénus et Uranus, s'expliquent non pas par une violation de ces principes, mais par des événements postérieurs, des impacts et des interactions qui ont modifié la rotation axiale de ces mondes.
sans changer leur orbite autour du Soleil. Mais notre système solaire n'est qu'un exemple parmi des centaines de milliards dans notre galaxie. Que nous apprennent les observations d'autres systèmes planétaires sur l'universalité de ces principes? Depuis la découverte de la première exoplanète orbitant une étoile similaire au Soleil en 1995, les astronomes ont identifié plus de 5700 planètes confirmées dans d'autres systèmes stellaires. Ces découvertes ont été rendues possibles par des instruments toujours plus perfectionnés, depuis les télescopes au sol jusqu'aux observatoires spatiaux, comme Kepler et TESS. Dans la grande majorité des cas observés, les exoplanètes semblent orbiter dans le plan équatorial de leur étoile, suggérant qu'elles se sont formées à partir d'un disque protoplanétaire similaire à celui de notre système solaire. Les observations directes de disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles, réalisées notamment grâce au réseau de radiotélescopes ALMA au Chili, ont confirmé l'ubiquité de ces structures. Nous voyons des disques de gaz et de poussière autour d'étoiles naissantes à travers toute notre galaxie. Des disques en rotation, parfois marqués par des anneaux et des lacunes qui trahissent la présence de planètes en formation. Cependant, les observations d'exoplanètes ont également révélé des cas surprenants qui défient nos attentes. Certaines planètes géantes gazeuses, appelées Jupiter chaud, parce qu'elles orbitent très près de leur étoile, ont des orbites fortement inclinées par rapport à l'équateur stellaire, voire rétrogrades, c'est-à-dire dans le sens opposé à la rotation de leur étoile. Ces configurations bizarres s'expliquent par des processus de migration planétaire. Ces géantes gazeuses ne se sont pas formées là où nous les voyons aujourd'hui. Elles sont nées loin de leur étoile, dans les régions froides du disque protoplanétaire, et ont ensuite migré vers l'intérieur du système. Cette migration peut se produire de plusieurs façons. Dans certains cas, les interactions gravitationnelles avec le disque de gaz environnant ont lentement poussé la planète vers son étoile. Dans d'autres cas, les interactions gravitationnelles avec d'autres planètes du système ont éjecté ces mondes sur des orbites hautement elliptiques et inclinées. Ces Jupiters, chauds sur des orbites rétrogrades, ne sont pas nés avec un mouvement opposé à celui du disque. Ils ont été redirigés, catapultés sur de nouvelles trajectoires par des mécanismes complexes de dynamique gravitationnelle. Leurs orbites actuelles sont les cicatrices d'un passé turbulent, tout comme l'inclinaison d'Uranus témoigne d'une collision ancienne. Prenons maintenant un peu de recul et contemplons la beauté de cette histoire. Notre existence même, le fait que nous puissions nous poser ces questions et y chercher des réponses, est le résultat d'une chaîne d'événements qui a commencé il y a près de 5 milliards d'années avec la légère rotation d'un nuage de gaz dans l'obscurité de l'espace. Cette rotation, aussi infime qu'elle ait pu être, contenait en germe tout le mouvement que nous observons aujourd'hui dans notre système solaire. Elle s'est transmise, amplifiée et préservée à travers les âges, du nuage moléculaire aux disques protoplanétaires, du disque aux planétésimaux, des planétésimaux aux protoplanètes et des protoplanètes au monde mature que nous connaissons. La physique qui gouverne ce processus, la conservation du moment angulaire, est l'une des lois les plus fondamentales de l'univers. Elle découle des symétries profondes de l'espace lui-même, du fait que les lois de la physique sont les mêmes, quelle que soit la direction dans laquelle vous êtes orienté.
Cette connexion entre symétrie et conservation, établie par la mathématicienne Amy Noether au début du XXe siècle, est l'une des idées les plus profondes de toute la physique. Quand vous observez les planètes tourner autour du Soleil, dans ce ballet silencieux et éternel, vous contemplez une manifestation directe de ces principes fondamentaux. Vous voyez la physique en action, jouant son rôle depuis des milliards d'années, avec une précision et une constance remarquables. L'histoire de la formation de notre système solaire est aussi l'histoire des éléments qui composent notre monde et nos corps. Les atomes de fer dans votre sang, le calcium dans vos os, le carbone dans chacune de vos cellules. Tous ces éléments ont été forgés dans les cœurs d'étoiles qui ont vécu et sont mortes bien avant que notre Soleil ne naisse. Quand ces étoiles anciennes ont explosé en supernovaires, elles ont dispersé ces éléments lourds dans l'espace, enrichissant les nuages moléculaires environnants. C'est ce matériau enrichi qui a ensuite été incorporé dans notre nuage originel, qui s'est effondré pour former le Soleil et le disque protoplanétaire, qui a donné naissance aux planètes, y compris la Terre, où ces éléments se sont combinés en molécules de plus en plus complexes, jusqu'à produire, après des milliards d'années d'évolution, des êtres capables de regarder le ciel nocturne et de s'émerveiller devant les étoiles. Nous sommes, comme l'astrophysicien Carl Sagan aimait à le dire, de la poussière d'étoiles qui contemple les étoiles. Et la rotation de notre planète autour du Soleil, ce mouvement qui définit nos années et nos saisons, est un écho lointain du tourbillon primordial qui a donné naissance à tout ce que nous connaissons. Les philosophes et les penseurs de l'Antiquité se sont longtemps interrogés sur les mouvements des corps célestes. Ils voyaient les étoiles tourner autour de la Terre, la Lune parcourir le ciel en un mois, le Soleil revenir aux mêmes positions parmi les constellations au fil des saisons. Les planètes, ces astres errants dont le nom grec planète signifie justement voyageurs, semblaient suivre des trajectoires plus capricieuses, parfois reculant dans le ciel, dans ce qu'on appelle le mouvement rétrograde apparent. Pendant des millénaires, on a cru que ces mouvements étaient dictés par des sphères cristallines invisibles, ou par la volonté de divinité, ou par des principes métaphysiques inaccessibles à l'esprit humain. La révolution copernicienne, puis les travaux de Kepler, Galilée et Newton ont progressivement révélé que les mêmes lois physiques qui gouvernent la chute d'une pomme gouvernent aussi le mouvement des planètes. Mais il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que les premières hypothèses scientifiques sur l'origine du système solaire soient formulées. Le philosophe allemand Emmanuel Kant, dans son ouvrage « Histoire générale de la nature et théorie du ciel », publié en 1755, a proposé que le système solaire s'était formé à partir d'un nuage de matière diffuse en rotation. 40 ans plus tard, le mathématicien et astronome français Pierre-Simon de Laplace a développé indépendamment une idée similaire, suggérant que le Soleil avait autrefois été entouré d'une atmosphère chaude en expansion, qui, en se refroidissant et en se contractant, avait laissé derrière elle des anneaux de matière qui se sont ensuite condensés en planètes. L'hypothèse nébulaire de Kant et Laplace, bien qu'elle nécessitât des modifications significatives à la lumière des découvertes ultérieures, capturait l'essence de la vérité. Ces penseurs avaient compris, sans avoir accès aux outils de la physique moderne ou aux observations des télescopes spatiaux, que la rotation uniforme des planètes pointait vers une origine commune, un état initial où toute la matière du système solaire faisait partie d'une seule structure en rotation.
Aujourd'hui, nous avons accès à une compréhension beaucoup plus détaillée et nuancée de ce processus. Nous pouvons simuler la formation des systèmes planétaires sur des superordinateurs, en suivant le mouvement de millions de particules virtuelles soumises aux lois de la gravité et de l'hydrodynamique. Nous pouvons observer directement des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles et y détecter les signatures de planètes en formation. Nous pouvons analyser la composition chimique des météorites, ces fragments de planétésimaux primitifs tombés sur Terre, et y lire l'histoire des premiers instants du système solaire. Chaque nouvelle découverte confirme et enrichit le tableau que nous avons esquissé ce soir. L'idée fondamentale reste la même. Notre système solaire est né de l'effondrement d'un nuage en rotation, et cette rotation primordiale s'est préservée dans le mouvement orbital de toutes les planètes. Il est fascinant de réaliser que cette simple question « Pourquoi les planètes tournent-elles toutes dans le même sens ?» nous conduit au cœur de certaines des questions les plus profondes de la cosmologie et de la philosophie. Elle nous amène à réfléchir sur les origines, sur le hasard et la nécessité, sur la place de notre monde dans l'immensité de l'univers. Le sens de rotation de notre système solaire est, en fin de compte, arbitraire. Si le nuage moléculaire originel avait tourné dans l'autre direction, tout notre système solaire tournerait aujourd'hui dans le sens des aiguilles d'une montre vue d'au-dessus. Notre histoire, notre science, notre culture seraient fondamentalement les mêmes. Nous définirions peut-être le nord et le sud différemment, ou nous numérâtrerions les heures dans l'autre sens. Mais les lois de la physique, la chimie de la vie, les grandes lignes de l'évolution cosmique seraient inchangées. Cette contingence, ce rôle du hasard dans la détermination des conditions initiales de notre existence, est à la fois humiliante et libératrice. Humiliante parce qu'elle nous rappelle que nous ne sommes pas au centre de l'univers, que notre monde n'est pas le produit d'un dessein particulier, mais le résultat de processus naturels qui se déroulent partout dans le cosmos. Libératrice parce qu'elle nous invite à apprécier la beauté et la complexité de ce qui existe, non pas parce qu'il devait exister ainsi, mais parce qu'il existe, tout simplement, dans toute sa splendeur improbable. Alors que cette nuit s'écoule doucement et que les étoiles poursuivent leur course silencieuse au-dessus de nos têtes, prenons un moment pour ressentir notre connexion avec ce grand mouvement cosmique. La Terre tourne sur elle-même, nous emportant à une vitesse d'environ 1650 km/h à l'équateur, bien que nous ne percevions pas ce mouvement tant il est régulier et constant. Simultanément, notre planète file autour du Soleil à près de 108 000 km/h, parcourant quelques 940 millions de kilomètres chaque année. Le Soleil lui-même n'est pas immobile. Il orbite autour du centre de la Voie lactée, notre galaxie, à une vitesse d'environ 828 000 km/h, mettant environ 230 millions d'années à accomplir une révolution complète. Cette période est parfois appelée une année galactique. Depuis la formation du système solaire, nous avons effectué environ 20 orbites autour du centre galactique, et la Voie lactée elle-même se déplace, attirée par les grandes concentrations de masse dans l'univers local, filant à des vitesses vertigineuses par rapport au fond cosmique de rayonnement, cet écho lumineux du Big Bang qui baigne l'univers entier. Tous ces mouvements, de la rotation de la Terre à la course de la galaxie à travers le cosmos, sont gouvernés par les mêmes principes physiques. La conservation du moment angulaire, la force gravitationnelle,
Les lois de la mécanique céleste, ces règles immuables, tissent ensemble le ballet des astres à toutes les échelles. Quand vous vous endormez ce soir, vous êtes en mouvement, emporté par une cascade de rotation et de révolution qui vous relie aux origines de l'univers. Le lit dans lequel vous reposez tourne avec la Terre tourne avec le système solaire tourne avec la galaxie, et la galaxie dérive à travers un cosmos en expansion. Vous êtes un passager de ce grand voyage, un témoin conscient de la danse éternelle de la matière et de l'énergie. Pensons maintenant aux générations futures et à ce qu'elles découvriront peut-être. Notre compréhension de la formation des systèmes planétaires, aussi détaillée soit-elle, reste incomplète. Il y a des mystères que nous n'avons pas encore percés, des questions auxquelles nous ne pouvons pas encore répondre avec certitude. Par exemple, nous ne comprenons pas parfaitement comment les premiers solides se sont formés dans le disque protoplanétaire, ni comment ils ont surmonté les barrières qui semblaient empêcher leur croissance vers des tailles plus grandes. Nous ne savons pas, avec précision, quelle séquence d'événements a conduit à la formation des géantes gazeuses avant que le gaz du disque ne se dissipe. Nous débattons encore des mécanismes exacts qui ont sculpté l'architecture de notre système solaire, avec les planètes rocheuses à l'intérieur, les géantes gazeuses au milieu et les petits corps glacés à l'extérieur. Les futures missions spatiales nous apporteront de nouvelles données. Les observations de disques protoplanétaires, avec des instruments de plus en plus sensibles, révéleront les détails de la formation planétaire en direct autour d'autres étoiles. L'analyse des échantillons ramenés d'astéroïdes et de comètes nous donnera des informations directes sur les matériaux primitifs du système solaire. Et peut-être, un jour, des sondes interstellaires nous enverront des images de systèmes planétaires lointains, nous montrant des mondes dont nous ne pouvons aujourd'hui que rêver. Chaque découverte enrichira notre compréhension, affinera nos modèles et posera de nouvelles questions. C'est la nature de la science, cette quête sans fin de connaissances qui nous pousse toujours plus loin vers de nouveaux horizons. Avant de conclure ce voyage nocturne, permettez-moi de vous laisser avec quelques réflexions supplémentaires sur la beauté et la profondeur de ce que nous avons exploré ensemble. Le fait que nous puissions comprendre pourquoi les planètes tournent dans le même sens, que nous puissions retracer les origines de ce mouvement jusqu'à un nuage de gaz il y a des milliards d'années, est en soi extraordinaire. Notre cerveau, cette structure de quelques kilogrammes de matière organique, est capable de saisir des vérités sur l'univers à des échelles de temps et d'espace qui dépassent infiniment notre expérience quotidienne. Cette capacité de compréhension n'était pas garantie. Elle est le résultat d'une longue évolution, d'une série d'adaptations qui ont favorisé les cerveaux capables de modéliser le monde, de prévoir les conséquences des actions, de reconnaître des patterns dans le chaos apparent. Ces mêmes capacités cognitives qui ont aidé nos ancêtres à survivre dans les savanes africaines nous permettent aujourd'hui de déchiffrer les lois de l'univers. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette idée. Nous sommes le cosmos qui se contemple lui-même, la matière organisée de façon à comprendre sa propre origine et son propre fonctionnement. Quand vous réfléchissez au mouvement des planètes, vous utilisez des atomes qui faisaient autrefois partie de ce nuage primordial, réarrangés au fil des milliards d'années en un être pensant. La nuit avance,
et il est temps de laisser ces pensées vous accompagner vers le sommeil. Peut-être rêverez-vous ce soir de voyage à travers le cosmos, de vol au-dessus des anneaux de Saturne, de plongée dans les tempêtes de Jupiter, de promenade sur les plaines rouges de Mars. Peut-être verrez-vous, dans vos rêves, le moment où un nuage de gaz a commencé sa lente rotation, amorçant le processus qui allait conduire, des milliards d'années plus tard, à votre existence. Quoi que vous rêviez, sachez que vous faites partie de cette grande histoire. Vous êtes fait des mêmes éléments que les étoiles et les planètes. Vous êtes mûrs par les mêmes forces qui font tourner les galaxies. Vous êtes un fragment de l'univers devenu conscient, capable de s'émerveiller devant sa propre grandeur. La rotation des planètes, ce mouvement silencieux et majestueux qui se poursuit depuis des milliards d'années, continuera longtemps après nous. Dans des temps lointains, quand le Soleil aura épuisé son combustible et se sera transformé en géante rouge, engloutissant peut-être Mercure et Vénus, les planètes extérieures continueront leurs orbites, témoins impassibles des transformations cosmiques. Et même après la mort de notre étoile, quand elle ne sera plus qu'une naine blanche refroidissant lentement dans l'obscurité, les vestiges de notre système solaire conserveront la mémoire de cette rotation originelle, ce mouvement hérité d'un nuage de gaz qui a tourné il y a si longtemps. La question que nous avons explorée ce soir, pourquoi toutes les planètes tournent-elles dans le même sens, trouve sa réponse dans les lois fondamentales de la physique et dans l'histoire de notre système solaire. Cette rotation commune est l'héritage d'un nuage moléculaire en rotation lente qui s'est effondré sous sa propre gravité il y a 4 feignards, 600 milliards d'années. La conservation du moment angulaire a amplifié cette rotation initiale et l'a transmise au disque protoplanétaire, puis à chaque planète qui s'est formée en son sein. Les exceptions, comme la rotation rétrograde de Vénus et l'inclinaison extrême d'Uranus, ne contredisent pas cette explication. Elles témoignent plutôt des événements violents qui ont ponctué l'histoire du système solaire, des impacts géants et des interactions gravitationnelles qui ont modifié la rotation de certains mondes sans changer leur trajectoire orbitale. Cette compréhension s'étend au-delà de notre système solaire. Les observations de disques protoplanétaires autour d'autres étoiles et la découverte de milliers d'exoplanètes confirment que les mêmes processus physiques sont à l'œuvre partout dans la galaxie. La formation des systèmes planétaires est un phénomène universel, gouverné par des lois qui s'appliquent de la même manière à travers le cosmos. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps et l'espace. J'espère que cette exploration des origines de notre système solaire vous a apporté un sentiment de paix et d'émerveillement, celui qui naît quand on contemple notre place dans l'immensité de l'univers. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé à vous détendre et à vous endormir, ou simplement si elle vous a appris quelque chose de nouveau, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Les Sciences Nocturnes. Chaque abonnement et chaque like m'aide à continuer à créer ces contenus pour vous, à explorer ensemble les mystères du cosmos, de l'histoire et de la science. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ou votre famille qui, comme vous, aiment s'endormir en apprenant des choses fascinantes sur notre univers. Et si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans de futures vidéos, laissez-moi un commentaire.
Je lis tous vos messages et j'apprécie énormément vos retours. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente nuit, peuplée de rêves étoilés. Laissez-vous bercer par le mouvement silencieux des planètes, par cette danse cosmique qui se poursuit depuis des milliards d'années et qui continuera bien après nous. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez le sommeil vous emporter doucement vers les étoiles. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle aventure nocturne dans les sciences de l'univers.